Lancement de la campagne pour réduire la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le carême musulman et son lot de hausse de prix des denrées, l'exemple au marché de Cocody-Angré. Et puis en Égypte, la fronde pro-Morsi ne faiblit pas. Les manifestants refusent toute négociation. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, nous sommes dans le mois du Ramadan, un mois saint pour la communauté musulmane. Mais du côté des commerçants, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Alors, les prix des denrées grimpent au gré et des humeurs. Pour l'heure, ce sont les légumes qui détiennent la palme. Le constat de Michel Mambo au marché de Cocody-Angré. Après une journée de jeûne, il faut penser au repas pour la rupture. Ce soir, Nadège a prévu de la salade pour sa famille. Nous, particulièrement, on rend le jeûne avec la crudité, soit de l'avocat, les carottes. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans qui, en cette période, optent pour les repas légers. Conséquence, la demande en tomates, oignons, concombres et autres légumes s'accroît pendant le mois du Ramadan. Ce qui explique certainement la légère hausse des prix de ces denrées sur le marché. Le carême, là, la consommation est plus. Ça fait que les légumes là sont un peu devenus chers. La tomate est devenue extrêmement chère, on ne peut plus payer la tomate sur le marché. Avant le carême, on payait la tomate le kilo à 500. Mais aujourd'hui, ça fait 800 francs le kilo. C'est devenu cher. Ils ont augmenté depuis lundi. Si carême arrive, on augmente le barrage. Comme l'État allait là, c'est devenu 600. C'était 500. Les prix de la viande, de la banane et d'autres produits de grande consommation échappent cependant à cette hausse. Enfin, pour le moment. Le Ramadan, s'abstenir de boire et manger du lever au coucher du soleil. En revanche, prières et prières sont recommandées pour le fidèle musulman. Médine Communication saisit l'occasion et lance son concept chaque jour de Ramadan. Hamza Diaby nous en parle. À chaque jour de Ramadan, sa réalité. Quelle est l'heure exacte de début ou de rupture du jeûne? Quel est le verset coranique à lire? Autant de questions que se pose au jour le jour la communauté musulmane. Mais désormais, un début de solution à leur angoisse. Nous avons pensé à concevoir un concept nouveau pour aider les musulmans à bien vivre ce ramadan avec les NT. Concrètement, cela consiste à mettre à leur disposition des émissions audio et vidéo téléchargeables gratuitement sur notre site internet afin de leur permettre d'avoir ces émissions à portée de main, de les écouter, de les réécouter à leur guise selon leur disponibilité du jour. Une structure dont l'avènement est une bouffée d'air frais pour la communauté. Lors des sermons du vendredi, lors des séries de débats à la mosquée, nous sommes peut-être seulement dans les mosquées. Mais à travers Médine Communication, on peut recevoir cette communication ou bien cet enseignement nationalement ou internationalement. C'est une voie qui vient d'être ouverte. Une voie qui devrait permettre aux jeunes musulmans visant à promouvoir l'islam de comprendre qu'il faut innover. Il faut sortir des sentiers battus, des quêtes à titre personnel, mais essayer de poser des actes qui puissent profiter à toute la communauté. Contribuer donc à la promotion de l'islam par les technologies de l'information et de la communication, mission de cette jeune structure à travers son site web. L'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. La Côte d'Ivoire s'engage dans le processus. Alors aujourd'hui, lancement de la campagne, tout un défi à relever pour éviter que les femmes ne meurent en donnant la vie. Ce matin, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, la première dame Dominique Ouattara au premier rang pour lancer l'appel à la mobilisation des ressources. Les détails avec Laetitia Manglé. Plus de 500 décès maternels dans le monde, dont la moitié en Afrique. Sur 100 000 naissances vivantes, on enregistre plus de 600 décès, soit 2 femmes qui meurent en couche toutes les 3 heures en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour réduire le taux de mortalité maternelle, de nombreuses actions sont menées à travers les pays en voie de développement, notamment en Afrique subsaharienne. La plus significative à ce jour reste la campagne pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, CARMA. 36 pays africains adhèrent déjà à cette action depuis sa création en 2009. Et la Côte d'Ivoire vient de faire son entrée. Le gouvernement ivoirien s'engage donc à lutter contre les difficultés du couple mère-enfant
en faisant de la réduction du taux de mortalité maternelle sa priorité. La campagne pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle en Afrique a été créée à la 4e session de la conférence des ministres africains de la santé en 2009 à Addis Abeba. L'adhésion de la Côte d'Ivoire à la CARMA est un signal fort des acteurs du système de la santé, aux populations et aux décideurs. Campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Nous en parlerons dans quelques minutes dans l'interview de la rédaction et notre invité est le ministre de la Santé. En attendant, rendons-nous à l'université d'Angui à Brogoua qui a reçu ce matin la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des échanges avec le corps professoral et les étudiants qui ont permis de comprendre qu'il reste encore des choses à régler pour le bon fonctionnement de l'université. L'université Nangui à Brogoua, à peine les travaux de réhabilitation achevés et les portes ouvertes, est confrontée à d'énormes difficultés, notamment la non-disponibilité de salles de cours, le manque de laboratoires de recherche et de matériel technique pour les étudiants. Ça nous fait énormément de défauts, ce problème de laboratoire. On ne peut pas faire de formation vraiment sans laboratoire pour les travaux pratiques. C'est un volet essentiel de notre formation. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon, à la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. On est obligé d'aller dans les cyber pour faire des recherches. Le corps professoral n'est pas en reste, il y a aussi énormément de préoccupations. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau, ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues, ou bien quand ils finissent les cours, ils retournent directement à la maison, alors qu'ils sont censés être sur le campus avec le système LMD pour essayer d'encadrer les étudiants pour que les résultats puissent être encore meilleurs. Une situation qui ne laisse pas indifférent le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo. Il a, au cours d'une visite effectuée ce jeudi dans les locaux de la dite université, annoncé que toutes ces requêtes trouveront un début de solution dans les jours à venir. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nangui à Brogoua, des équipements qui sont là. 20 milliards de francs CFA sont aussi prévus pour l'équipement des différentes universités publiques de Côte d'Ivoire. Comment réussir un leadership efficace? Le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone marque son engagement à relever le défi. Une formation est donc initiée. Au menu, apprentissage des techniques du leadership. On reste toujours avec Grace Kando. Les hommes continuent d'occuper majoritairement les postes clés dans les sphères de décision. Malgré le travail de sensibilisation et des plaidoyers réalisés par les ONG, le taux demeure faible. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 8,9% des femmes occupent des postes de responsabilité selon le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone ROFAP. Pour une participation active des femmes dans les instances de prise de décision, le ROFAP initie un atelier de renforcement des capacités des leaders clés d'organisation. Cette rencontre est aussi l'occasion d'outiller les participantes sur les questions liées à la sécurité des femmes dans les situations de conflit et de post-conflit. Dans le monde, quand on montre les conflits, qui sont les personnes qui sont les plus touchées? C'est les femmes et ensuite les enfants. Si les femmes sont touchées, ainsi touchées, quand on parle maintenant de la gestion ou de la prévention ou de la résolution de la paix, qui doit être au premier loge, normalement ça doit être les femmes. L'initiative est appréciée des représentantes de structures et d'ONG féminines. En tant qu'acteur de développement, il est important de pouvoir prendre tous les outils nécessaires pour aller sur le terrain pour une meilleure efficacité dans la résolution des différents conflits. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, qu'on va venir apprendre. Avec ça, nous pouvons peut-être aller maintenant intervenir à la base. Le ROFAP intervient dans 4 pays, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et la République démocratique du Congo. Demain, nous aurons ces images où dormir tranquillement dans son magasin et se réveiller sous un camion. C'est l'accident qui a eu lieu ce matin à la Riviera avec un camion qui a laissé sa route pour se retrouver coincé dans le mur d'une habitation. En tout, 6 blessés enregistrés.
Des manifestations et Mohamed Morsi détenu par l'armée. Ensuite, la transition qui a du mal à aboutir. Voilà en quelques mots la situation de ces derniers jours en Égypte. Et maintenant, le nouveau pouvoir tente de former un gouvernement, mais les choses coincent. La place Tahrir est occupée par les pro-Morsi. Au Caire, dans la rue, les deux camps restent fortement mobilisés. Les anti-Morsi, place Tahrir, et les pro-Morsi, devant la mosquée Al-Adawiya. Les mandats d'arrêt lancés par la justice égyptienne contre le guide suprême des frères musulmans et d'autres responsables de la confrérie ont encore ajouté à la tension. Les partisans du président islamiste évincé par l'armée il y a une semaine ont promis de poursuivre leur mouvement jusqu'au retour de leur président. Nous sommes ici pour la défense de la légitimité. Nous avons porté au pouvoir le docteur Morsi légitimement et nous ne partirons pas d'ici tant qu'il n'aura pas repris sa place, peu importe le prix. Mercredi, au premier jour du Ramadan, après la rupture du jeûne, des milliers de personnes sont venues tout naturellement grossir les rangs pro-Morsi sur la place Al-Adawiya. Elles ont prié pour les morts de lundi, puis ont pris la direction du palais présidentiel, dont l'accès était bloqué par les militaires. Un manifestant s'est alors adressé à eux, réaffirmant son droit à dénoncer un coup d'État. Nous continuons de penser et croire que l'armée égyptienne, dans sa grande honnêteté et son grand patriotisme, doit porter la légalité et doit défendre la légalité plutôt que de casser la volonté du peuple et casser sa liberté dans tous les cas. Il n'y a pas eu de violence cette fois entre les manifestants et l'armée. Mais la société égyptienne est aujourd'hui profondément divisée. La tension est tout aussi vive dans d'autres villes du pays, comme ici, à Alexandrie. Et les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations vendredi, jour de la prière, faisant craindre de nouveaux débordements. L'ouest de la Chine noyé par les pires inondations depuis 50 ans et conséquence, un glissement de terrain qui fait de nombreux morts. Entre 30 et 40 personnes ont été ensevelies en Chine mercredi sous un glissement de terrain dans la province du Sichuan. Les secouristes sont toujours à la recherche d'autres victimes ou de survivants. Une grande partie de la Chine a été touchée par d'importantes précipitations accompagnées d'orages, provoquant des crues sur des rivières et des cours d'eau. Plusieurs ponts ont été emportés. 36 000 personnes ont été évacuées. La province du Sichuan est souvent touchée par des glissements de terrain lors de la saison des pluies. L'interview de la rédaction a aujourd'hui comme invité la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Nous parlerons des moyens mis en œuvre par le gouvernement pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons ce reportage sur la prise en charge du couple mère-enfant dans les centres de santé et sur le terrain. Quelle est la réalité de la gratuité ciblée? Franck Wadio. Salle de consultation prénatale de la maternité du centre de santé urbain de Cocody en Gris. Sur le lit, une jeune fille attentive aux recommandations des sages-femmes. Elle est à sa première visite. On va te donner l'ordonnance, puis tu vas payer tes médicaments. Tu vas aussi faire l'échographie pour permettre de voir l'enfant. Le test sérologique, les vaccins, plusieurs étapes pour la prise en charge prénatale et même après l'accouchement. Cet hôpital public, comme plusieurs autres en Côte d'Ivoire, bénéficie depuis le mois de février 2012 de la gratuité sélective désormais réservée aux couples mère-enfant. Une prise en charge totale par l'État des actes médicaux liés à la grossesse. Et cette patiente dit ne pas s'en plaindre. On s'est très bien occupé de moi. Je n'ai rien acheté. Nous faisons l'examen. Quand la femme a mal quelque part, on soulage son mal. On fait sa première dose de vaccin antitétanique. On lui donne les bulletins d'échographie, de bilan prénatal. Mais à la pratique, certains écueils. L'assistance peu rigoureuse lors de l'accouchement, par exemple. Cette jeune mère d'un bébé de 7 mois en garde un mauvais souvenir. Normalement, tu accouches, le pédiatre doit voir ton enfant, s'il a des anomalies et tout ça, ils doivent constater et tout. Et même prescrire des médicaments quand l'enfant sort. Moi, ça n'a pas été le cas. Mon enfant a eu des pieds beaux, il est né avec des anomalies. Et on m'a donné mon enfant comme ça. Je suis partie, moi, je n'ai pas eu de médicaments aussi. Et il a fallu que ma mère, qui a quand même fait des enfants, nous dise voici ce qu'il y a à faire. Et tiens, allons voir le pédiatre. C'est là qu'on a su que mon enfant avait une malformation.
Un cas isolé, peut-être, mais une réalité partagée. On sollicite encore pour les opérations médicales ciblées par la gratuité, la participation financière des malades, faute de médicaments. Le jour où j'accouchais, la femme a dit qu'il y a des médicaments à donner, mais il n'y a pas. Donc je suis partie acheter les médicaments pour que je puisse accoucher. C'est le kit d'accouchement qui est gratuit. Et dans le kit d'accouchement, il y a 3 paires de gants stériles, un paquet de compresses, une bande et un clan de base, c'est-à-dire l'instrument qu'on attrape pour pomper le cordon. Et les produits qu'on doit faire pour gens aider la femme à accoucher vite ou autre ne sont pas dans la gratuité. Il n'y en a même pas ici. Une situation qui met souvent en conflit personnel médical et parents de malades sont alors souhaités une meilleure sensibilisation, mais aussi un bon approvisionnement des pharmacies internes des hôpitaux. Souvent, on a des prises de bec avec les parents qui arrivent, qui accompagnent les femmes. Ils ne sont pas contents puisqu'ils ont appris que c'était la gratuité. Nos préoccupations, si on pouvait avoir des médicaments disponibles. Plus de médicaments disponibles en stock, la santé du couple mère-enfant en dépend. Rappelons que pour les enfants de 0 à 5 ans, les soins des pathologies fréquentes telles le paludisme sont aussi gratuits. Le décor est ainsi planté. Nous sommes donc avec la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Kadi. La Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui sa campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Peut-on dire que la situation est alarmante en Côte d'Ivoire? Disons qu'alarmante en Côte d'Ivoire. Je ne parlerai pas d'alerte particulière. Je dirais tout simplement que de façon globale, déjà en 2009, les États africains se sont rendus compte du fort taux de mortalité maternelle, en Afrique donc, et ont donc décidé de mettre en place cette karma, qui est en fait un engagement des chefs d'État pour se mobiliser et lutter contre la mortalité maternelle. Alors, je vous dis que de façon globale, c'est pas que c'est alarmant, mais il faut en tenir compte. Par contre, en Côte d'Ivoire, vous savez que nous sommes passés par plusieurs périodes extrêmement difficiles où la prise en charge de la femme et de l'enfant n'était pas particulièrement une priorité. Et malheureusement, avec tout ce qui entraîne des sévices corporels contre les femmes, c'est-à-dire les viols et autres, toute agression, nous sommes arrivés à une période où effectivement le taux est monté et est devenu effectivement assez difficile, et il faut vraiment aujourd'hui en prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu nous-mêmes, également en Côte d'Ivoire, nous mettre en règle, puisque tous les autres États avaient organisé leur karma, avaient fait le lancement de leur karma, et nous, je crois que nous sommes le 40e pays à n'avoir pas encore organisé la karma. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, ce 11 juillet, à l'Hôtel Ivoire, nous avons procédé au lancement de la karma à un très haut niveau. Alors la différence qu'il y a justement en ce qui concerne cette campagne de lancement de la réduction de la mortalité, c'est que ce sont les dirigeants. Ce sont les dirigeants qui s'engagent en engageant le pays entier, n'est-ce pas, avec toutes ces structures. Qui appelle-t-on dirigeants? Alors, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Et chez nous, on a un avantage, un grand avantage, c'est que nous avons une première dame qui, depuis longtemps, se bat justement pour réduire la mortalité maternelle, mais surtout la mortalité infantile également, qui se bat contre la pauvreté. Et la Côte d'Ivoire, depuis qu'elle est là, bénéficie, en tout cas surtout le secteur de la santé, bénéficie d'un appui considérable. Oui, on aura bientôt l'hôpital. Voilà, vous savez que dernièrement, le président de la République lui-même s'est déplacé pour accompagner Madame la Première Dame et marquer d'un sceau la pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Donc, Madame la ministre, en attendant que cet hôpital soit même créé, on remarque quand même on se dit que les décès maternels sont évitables. Et pourtant, les femmes continuent d'avoir des grossesses compliquées ou même de mourir en donnant la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux? En fait, je pense qu'il faut d'abord partir, au lieu d'aller directement vers le spécifique, il faut passer par le global. Nous avons aujourd'hui des situations difficiles, je le disais tout à l'heure. Alors, d'abord, les femmes ne fréquentent pas suffisamment les centres, les maternités. Ça, c'est un. On s'est rendu compte que 2 femmes décédaient
toutes les 3 heures, ce qui fait 16 femmes qui décèdent par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Et on s'est rendu compte également qu'en Côte d'Ivoire, il y avait 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. C'est énorme. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. Il se trouve, comme je vous disais tout à l'heure, que la consultation prénatale n'est pas en tout cas au goût du jour, étant entendu que un réflexe. Ce n'est pas un réflexe, mais quand je dis au goût du jour, simplement parce qu'il faut absolument que la sensibilisation soit renforcée pour que les femmes puissent aller et se rendre dans les maternités. Mais il faut aussi en même temps que l'État de Côte d'Ivoire également mette à la disposition de ces dames des routes praticables pour avoir accès, des maternités proches des populations. Il faut également que nous allions nous-mêmes également... de 5 km. De 5 km, le chef de l'État l'a dit, et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ce programme existe dans le PND, dans le PNDS 2012-2015. Et il faut également que nous puissions non seulement sensibiliser les femmes, mais il faudrait aussi que nous sensibilisions également les hommes. Parce que la plupart du temps, lorsque les femmes sont enceintes, les hommes ne les encouragent pas, n'est-ce pas, à aller à observer les consultations prénatales, qui sont 4 consultations prénatales obligatoires pour la femme qui est enceinte. Alors, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a le facteur de proximité, il y a le facteur de formation, le facteur de sensibilisation, et puis le personnel. Voilà. Il y a alors, personnel qualifié, je ne dirais pas qualifié. Je dirais tout simplement qu'en matière de qualification de personnel, nous avons les ressources humaines. Nous avons une école qui forme nos sages-femmes et nos infirmiers. Est-ce qu'il y en a en quantité? Il y en a. Il n'y a peut-être pas assez, mais il y en a. La seule difficulté, comme je vous dis, c'est que il y a une période, lorsqu'on forme ces sages-femmes, il faut une période transitoire, n'est-ce pas, où ces sages-femmes-là sont épaulées par des anciennes, puisqu'on les affecte sur tout le territoire, n'est-ce pas? Il faudrait qu'elles soient épaulées pour que très rapidement, elles acquièrent, n'est-ce pas, l'expertise. Alors que malheureusement, pour une question de besoin, on les envoie très rapidement à l'intérieur du pays. Elles deviennent très vite responsables. Et alors qu'elles sont encore novices. Alors qu'elles sont encore novices. Et malheureusement, ce que nous rencontrons, c'est qu'au cours de des premiers jours, des premiers mois, il y a des décès, il y a des problèmes de gestion même de l'accouchement par voie basse, n'est-ce pas, puisqu'elles ne sont pas habilitées, bien sûr, à moins d'être gynécologue obstétricien, à faire des césariennes. Donc, il y a tous ces facteurs, il y a énormément de facteurs. D'où, justement, l'intérêt du lancement de cette Karma sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, où nous allons faire de la proximité, nous allons rentrer dans les hameaux, nous allons rentrer dans les villages et nous irons sensibiliser les femmes. Et Dieu merci, je peux dire que le président de la République a fait une partie de notre travail, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons, avec le président de la République, fait les différentes visites d'État et les routes s'améliorent. Voilà, les routes s'améliorent, donc nous avons la tâche extrêmement allégée aujourd'hui pour permettre justement aux femmes de fréquenter. Mais je pense et je suis convaincue qu'avec cette karma, avec cette sensibilisation, avec les médias, nous réussirons à faire en sorte que les femmes comprennent la nécessité de se rendre à la maternité et de respecter ces 4 phases obligatoires. Et puis bien sûr, il y a le planning familial. Oui, donc Madame le ministre, il y a les femmes, elles doivent venir dans les centres de santé, mais il y a aussi la part de l'État. Donc, quand on parle de la Karma, on se dit mais il y a beaucoup d'argent à débourser. Est-ce que tout ça est à la portée de la Côte d'Ivoire? Alors, écoutez, oui, à la nouvelle Côte d'Ivoire, oui, je vous dirais, parce que le président de la République a décrété l'année 2013 comme l'année de la santé. Et les moyens sont dégagés justement pour que cette année 2013 soit effective. Alors, vous savez que dès l'avènement du président Alassane Ouattara, il a instauré la gratuité généralisée, juste après la crise en 2011, voilà. Et donc, et après cela, nous sommes partis à une gratuité ciblée. Et elle cible qui? Elle cible justement les femmes pour l'accouchement normal en leur offrant des kits, mais elle cible aussi la femme césarisée en leur offrant également des kits de césarienne. Mais ça va même plus loin. L'enfant entre 0 à 5 ans est pris totalement en charge. Vous allez me dire oui, dans le reportage tout à l'heure, on vous a dit qu'il n'y a pas. J'anticipe vos questions parce que je les connais par cœur. Voilà, et qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Oui. Effectivement, nous avons eu des problèmes de médicaments et vous le savez, aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire doit
15 milliards de francs aux fournisseurs des médicaments, justement pendant la crise. Encore une fois, cette crise qui nous a créé beaucoup de problèmes, mais surtout le non-investissement pendant une dizaine d'années. Ça aussi, ça crée des problèmes, ça devient lourd. Et aujourd'hui, il y a 15 milliards, n'est-ce pas, de dettes que la Côte d'Ivoire, que l'ex-PSP, l'ex-pharmacie de la santé publique, doit aux fournisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, nous avons mis tout à plat. Nous avons décidé de restructurer la pharmacie de la santé publique, permettre une délocalisation de cette pharmacie de la santé publique pour la rendre plus proche, n'est-ce pas, des différentes populations. Donc, dans les régions, dans pratiquement 5 régions, nous allons installer des antennes de la pharmacie de la PSP pour permettre un approvisionnement, n'est-ce pas, alors que plutôt que de centraliser tout sur Abidjan, on décentralise, on rapproche, n'est-ce pas, la nouvelle pharmacie de la santé publique, on rapproche des centres de santé pour pouvoir mieux approvisionner et mieux tenir compte des besoins réels en médicaments de chaque zone. Oui, mais ça va être compliqué, Madame le ministre. Non, ça ne va pas être compliqué, c'est une question de gestion. Il y a un enfant de 0 à 5 ans qui est malade et qu'on lui prescrit des antibiotiques, on se rend compte que dans la pharmacie, il n'y en a pas. Vous savez, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on on dit tout juste que ouais, dans la pharmacie, il n'y a que du paracétamol. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, ce qui a créé un peu, je veux dire, la difficulté, c'est que à un moment donné, pour tenir compte un peu justement de la détresse et de la situation de paupérisation de nos populations, il a fallu à un moment donné élargir un peu cette gratuité ciblée. Oui. Elle était un peu ce qu'on appellerait une gratuité élargie. Elle n'était plus ciblée spécifiquement comme on le souhaitait à l'origine, à la femme, à l'enfant et bien sûr au paludisme. Vous savez que le traitement du paludisme dans nos centres de santé publique, le traitement est gratuit. Oui. La tuberculose est prise en compte et puis bien sûr le VIH-Sida. Donc les médicaments antirétroviraux sont gratuits sur toute l'étendue du pays, aussi bien chez la femme, chez l'homme que chez l'enfant. Alors donc vous voyez qu'on a quand même un grand éventail de prise en charge, n'est-ce pas, médicale et médicamenteuse des populations. Beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste encore à faire. Nous venons de mettre sur place le conseil d'administration de la nouvelle pharmacie de la santé publique, qui devient donc une association à but non lucratif avec dans sa composition l'État de Côte d'Ivoire, avec le privé et avec les partenaires. Vous voyez. Alors donc aujourd'hui, comme on dit, chacun va se surveiller un peu. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, lorsque les partenaires vont se rendre compte que les choses ne marchent pas bien, ils vont interpeller l'État qui se trouve. Et l'État, enfin, bref, vraiment, on va travailler en symbiose parce que n'oubliez pas que les partenaires appuient énormément, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire en matière de VIH-Sida, en matière de prise en charge, justement, surtout l'UNFPA qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans la Karma, appuie énormément les femmes en état de grossesse et lutte avec nous contre la mortalité maternelle. Donc, je pense qu'il faut faire confiance. Moi, ce que je voudrais dire à travers votre antenne, il faut absolument que les populations comprennent que d'où nous venons, il est difficile, humainement difficile et financièrement difficile en cette période de faire tout en même temps. Oui. Alors, ce sur quoi nous avons commencé, c'est que nous avons déjà commencé sur le personnel médical. Vous voyez, le personnel de santé. On les a remobilisés, on les a réhumanisés, n'est-ce pas, en prenant en compte, grâce au président de la République et le Premier ministre, en prenant en compte les indices salariales. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune raison d'entendre un malade ou une malade dire « je suis arrivé à l'hôpital, on m'a mal reçu, on m'a traité comme ci ou comme ça ». Ça ne doit plus exister. Alors, cette partie-là, l'État a joué sa partition. Quelle est maintenant la partition du personnel médical? L'accueil doit être revu et à l'État de Côte d'Ivoire de mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la population les médicaments qu'il faut, le personnel, l'équipement, remonter les différents plateaux techniques. Nous sommes en train de travailler, réhabiliter les structures sanitaires, le CHU de Yopougon, CHU de Cocody, à Boaké et tout. Alors, vous voyez, je pense que nous avons dégagé les priorités pour le bien des populations. Et nous sommes en train de travailler, donc je leur demande un peu d'indulgence. On l'espère en tout cas. Madame le ministre, le mot de la fin, 10 secondes. Alors, je voudrais qu'il n'y ait plus du tout de femmes qui meurent en couche. Ouais. C'est l'objectif de cette Karma. Nous y sommes engagés et je voudrais que le personnel de santé m'y accompagne.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, la ministre d'être venue sur notre plateau. Le temps vous a paru sans doute bref, mais je pense que les téléspectateurs ont compris l'essentiel. Sur ce, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI2. Au revoir.